Mesdames et messieurs, bonsoir. Une image du jour assez surprenante ce soir. Ce boulet de canon du XVIIIe siècle retrouvé sur un chantier à Ducos par des ouvriers. Il a été neutralisé ce matin par l'équipe militaire de déminage, la NEDEX. Notre journaliste était sur place. Blocage de la mairie de Ouégoua sans eau depuis un mois. Les administrés du district de Bandé réclament de l'eau courante. Vous verrez comment ces habitants arrivent à se débrouiller sans eau. Renforcer le leadership des femmes calédoniennes porteuses de projets, c'est l'un des objectifs de la formation lancée par le gouvernement intitulée « 100 femmes leaders ». Reportage ce soir à Pointe-Boute. Et puis des innovations japonaises ce soir à l'occasion du mondial de l'automobile qui se déroule en ce moment à Paris jusqu'au 16 octobre. Vous découvrirez les sièges du futur, c'est à la fin de ce journal. La mairie de Ouégoua bloquée ce matin. Les administrés du district de Bandé réclament de l'eau courante. Ils en sont privés depuis un mois. Envoyé spécial Lindsay Wamo. Voilà, comme il n'y a pas dans la tribu ou dans la GFL, mais tous les gens de la tribu, ils viennent à la voiture, ceux qui ont des voitures, ceux qui n'en ont pas, mais marchent à pied pour aller dans les endroits où ils peuvent aller, dans les accès. Mais il y a ceux qui ont des voitures, ils viennent ici, là, sur ce pont. Le reste de l'ancien pont du Randier avant, là, voilà. Garde la voiture et puis lave les lances là. C'est environ 700 personnes au total privées d'eau sur les 3 tribus du district de Bandé selon les manifestants. Mécontents, une trentaine d'habitants de la commune ont bloqué la mairie. Ici, nous avons eu toujours des problèmes d'eau à l'époque. Mais comme les gens le disent ou marquent sur leurs feuilles, là, les problèmes n'ont jamais été aussi durables. C'est des casses, des ruptures de conduite, un jour, 2 jours sans eau. Mais on ne peut pas laisser des gens pendant un mois sans eau, c'est pas possible. Sans ravitaillement, sans eau. L'histoire qui soi-disant livrait des cuves à eau dans ceux qui n'avaient pas d'eau, ça c'est totalement faux. Du côté des élus municipaux, le maire, Wayo Jacques, dénonce cette manifestation. Il déclare ne pas avoir eu le cahier des revendications. Pour lui, la cause de ce manque d'eau dans certaines zones de la commune sont d'origine climatique. C'est un problème récurrent, hein, surtout en période qu'on connaît actuellement, hein, donc au niveau de la sécheresse, hein, donc où la plupart des communes de la province nord ont été impactées par la sécheresse. Donc ça fait plus de un mois et demi qu'on envoie des communiqués, hein, aux administrés de la commune pour pouvoir effectivement de pallier à cette ressource en eau. Les manifestants comptent continuer le blocage tant que l'ensemble de l'exécutif municipal ne sera pas réuni pour entendre leurs revendications. Selon le maire, cette rencontre se tiendra prochainement. Un obus neutralisé ce matin à l'île aux Larinières, une opération que nous avait annoncée la NEDEX, l'équipe militaire de neutralisation, d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs. Ce qui était imprévu, c'est qu'une deuxième opération aurait lieu dans la foulée, et pas n'importe laquelle. Un boulet de canon du XVIIIe siècle a été désamorcé. Notre journaliste Benjamin Lucas était sur place. Au fond de cette cour, l'objet suspect. Les ouvriers qui l'ont découvert en creusant le sol pensent qu'il s'agit d'un obus. Arrivés sur place, les démineurs des forces armées de Nouvelle-Calédonie commencent par recueillir un maximum d'informations. Et donc ça ressemble, c'est comment? C'est quoi? Les rhombes, oui. Je crois avec un petit capsule, je sais pas comment on appelle ça là, détonateur ou je sais pas. Fusée peut-être, ouais. Ouais, peut-être. Ok, départ, approche. Puis ils effectuent une reconnaissance visuelle de l'objet. Premièrement, pour savoir s'il s'agit bien d'un engin explosif, et pour savoir de quel type d'explosif il s'agit, car cela va déterminer la manière dont ils vont le neutraliser. On va pas faire exploser la munition, on va la neutraliser. Donc pour ça, on va utiliser un explosif pour ouvrir la munition en deux. Les démineurs vont utiliser un terrain vague à proximité pour réaliser leur opération. Après avoir mis en place un périmètre de sécurité, ils installent leurs explosifs. Alors ici Nedex, donc j'ai l'artificier qui part mettre les moyens d'amorçage sur l'engin. Puis c'est la mise à feu. Ici Nedex demande autorisation de tir. Autorisation accordée.
Attention au tir. 3, 2, 1. On est intervenu là sur un boulet de marine, donc un obus rond qui datait de l'époque des pirates. Puisqu'il ne faut pas oublier que toute munition est constituée et prévue, a été fabriquée pour tuer. Et même 300 ans après, l'explosif est encore en bon état de fonctionnement. Chaque année, les démineurs des forces armées de Nouvelle-Calédonie réalisent une trentaine d'interventions. Valoriser le leadership des femmes calédoniennes, c'est l'un des objectifs de la formation qui se tient toute la semaine à la tribu de Waté à Pointe-Bout. Organisée par la condition féminine du gouvernement, cette formation rassemble une vingtaine de femmes du pays porteuses de projets, échanges, visites ou encore interventions de professionnels. Le but est de les aider à réaliser leurs projets de manière efficace. Océane Zobler. Cherchant à avoir les rôles et responsabilités de chaque sexe dans la société, des hommes et des femmes, comment ça se passe. Ces femmes participent pour la première fois au programme 100 femmes leaders. C'est un bonheur, ça. On dessine sur un papier ce que la femme elle représente. Elle doit donner les rôles qu'elle a, les responsabilités, le devoir et son attitude en tant que femme. L'année dernière, les femmes qui participaient à ce programme étaient responsables d'associations. Aujourd'hui, les participantes sont engagées dans des projets culturels, économiques ou encore éducatifs. Maïté, venue de Lifou, souhaiterait mettre en place un centre de loisirs sur l'île. L'occasion pour elle de concrétiser ce projet, mais pas seulement. J'essaie d'apprendre beaucoup de choses avec différentes personnes. C'est pas que sur le centre de loisirs, c'est monter aussi des projets, voir ce qui se passe avec les autres mamans pour m'enrichir moi-même. Alors ça, ce sont les rôles des hommes et des femmes que vous observez dans la société. Nous abordons ce renforcement des compétences sous l'angle des droits des femmes, sous l'angle de l'égalité homme-femme et sous l'angle des rôles des hommes et des femmes dans le développement. Le but est d'amener les femmes à construire le pays de demain au même titre que les hommes. Il y a beaucoup de choses aussi à partager avec les hommes, notamment avec les coutumiers, par rapport aux problèmes qui se posent à notre pays aujourd'hui, dans la construction de ce pays. Et les hommes aussi, en ce qui concerne les chefs de clan, par exemple, nous ont demandé des formations. Une fois la formation terminée, ces femmes seront suivies dans la réalisation de leurs projets. L'année prochaine, 25 autres femmes participeront à la formation qui sera cette fois-ci sur le thème de l'entrepreneuriat. Et des femmes leaders, on en parle également dans la presse internationale. Le magazine culturel américain de The Atlantic s'interroge: qu'est-ce que les femmes leaders ont en commun? Si les études sur le leadership au féminin sont peu nombreuses, elles font apparaître des points communs entre ces femmes en ce qui concerne leur accession aux responsabilités. Un exemple avec ces 3 femmes devenues leaders dans leur domaine respectif en Ouganda, en Tunisie et en Inde. Interrogées, les 3 ont évoqué l'importance de leur environnement familial et notamment d'un père qui les a incitées à s'exprimer, qui les a habilitées à apprendre, à poser des questions et à construire leur propre opinion. Autre point commun, c'est souvent leur activisme qui leur permet d'accéder à la vie politique. Par exemple, l'engagement d'Ikram Ben Saïd, fondatrice d'une OGM tunisienne pour la défense des droits des femmes, a pris racine lors de la révolution tunisienne. Et on enchaîne avec des innovations japonaises. Quand les Japonais inventent le siège araignée ou le siège qui se déplace tout seul, c'est dans le web du Pacifique, préparé ce soir par Stéphanie Marlier. Voici le siège du futur façon Lexus, dévoilé par le fabricant japonais lors du salon de l'automobile de Paris qui a ouvert ses portes au public jeudi dernier et ce jusqu'au 16 octobre. Ce siège, au design futuriste, s'inspire de la technologie Kinetic Seat. Il serait idéal pour supporter la colonne vertébrale et l'ensemble du dos.
Le dossier est fait d'une fibre synthétique, copiant la flexibilité de la soie produite par les araignées et dont la fonction est de redistribuer équitablement le poids du corps pour un meilleur confort. Cette conception favorise la stabilité de la tête et garantit un maintien optimal. Les sièges, plus fins, contribuent également à l'allègement du véhicule. Une véritable révolution. Épatant. Décidément, les constructeurs japonais n'ont pas fini de faire parler d'eux. Après Lexus, Nissan vient tout juste de dévoiler une chaise pas comme les autres. Vous en avez assez d'attendre debout dans les files d'attente? Nissan a la solution pour vous. Imaginez une chaise autonome en mesure de vous balader jusqu'à la caisse de votre magasin sans que vous n'ayez à lever le petit doigt. Équipée de caméras, la chaise en question anticipe les objets et les mouvements de la personne qui se trouve devant vous. Incroyable, mais vrai. Nous terminons avec cette vidéo qui fait le buzz sur la toile. Vous connaissiez le drone boarding, découvrez à présent le drone surfing. Surfer à grande vitesse, tracté par un drone, c'est possible, comme le montre cette étonnante vidéo. Attention, tous les drones ne sont pas compatibles avec ce sport. Et on finit avec du sport. Hier s'est déroulée la 22e édition de la Gigawatt Hayaté. Ils étaient environ 1300 participants à parcourir les 10, 20 ou 30 km sur terre rouge. Chez les hommes, Ludovic Lanceleur et Michael Leclerc ont remporté le trail de 30 km en 2 h 38 minutes et 31 secondes. En équipe mixte, Arnaud Irigoyen et Véronique Chamberlain se sont imposés en 3 h 4 minutes et 26 secondes. Et enfin, la première équipe féminine a franchi les 30 km en 3 h 26 minutes et 42 secondes. Il s'agit d'Angélique Plaire et Audrey Guyot. La Gigawatt, on en reparle également ce soir sur le plateau de la Case des Sports avec Jamie Waimo. Bonsoir Jamie. Jimmy qui est en train de Bonsoir Falaye, bonsoir à tous. Alors ce soir nous allons parler de la 22e édition de la Gigawatt. Ça s'est déroulé hier au barrage de Yaté. Avec nous pour en parler, Florian, un des participants. Il va revenir donc sur cette course et notamment la chaleur à laquelle ont dû faire face tous les participants. Et puis aussi on aura le nom des vainqueurs du championnat de Nouvelle-Calédonie de bodybuilding et puis également le nom des sélectionnés qui représenteront le pays à Tahiti en fin de mois d'octobre, donc pour les championnats du Pacifique. Et puis comme d'habitude, Prosper Poigou refermera la marche avec des vidéos qui font le buzz sur le web. Il a trouvé une technique pour attirer les gens dans le stade pour regarder un match de manière bien accompagnée. Je ne vous en dis pas plus, à tout à l'heure. Merci Jamie et à tout à l'heure. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, retrouvez J'ai testé pour vous et la météo de ces 3 prochains jours. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à vous. À demain.